Allaitement naturel ou allaitement artificiel? Un faux problème. Tout d'abord, nous avons embrouillé la situation en engageant la controverse entre les partisans du sein et ceux du biberon. Il est très regrettable que le public se rallie pour des raisons sentimentales à un camp ou à l'autre. C'est un sujet sur lequel médecins, infirmières, puéricultrices et entourage s'enflamment. Ainsi, par exemple, on arrive parfois à donner aux mamans qui ne nourrissent pas au sein un sentiment de culpabilité. Les gens disent « donner le sein, c'est suivre la nature ». Remarque qui, selon moi, est à peu près aussi sensée que de dire « si Dieu avait voulu que les hommes volent, il leur aurait donné des ailes ». La querelle peut être réglée par cette seule affirmation. Il n'existe absolument aucune preuve scientifique qu'une des deux méthodes soit plus bénéfique que l'autre pour les enfants, tant sur le plan physique que psychologique. C'est à vous seul qu'il appartient de choisir la méthode que vous préférez. Cependant, si vous choisissez de nourrir au biberon, veillez à bien tenir l'enfant contre vous et à le cajoler tout comme si vous lui donniez le sein. Il ne s'agit pas là non plus d'une règle stricte, votre bébé n'encourt aucun risque psychologique si par hasard vous lui donnez hâtivement un biberon. Mais en général, votre bébé réclame les mêmes caresses physiques quand vous lui donnez le biberon que celles qu'il aurait si vous choisissiez de le nourrir au sein. Doit-on suivre les désirs de l'enfant ou lui imposer un horaire strict? Passons maintenant à la question capitale pour celles qui adoptent le sein comme pour celles qui adoptent le biberon. Quand faut-il nourrir l'enfant? Question à laquelle on devrait naturellement répondre quand il a faim. Malheureusement, notre civilisation est parvenue à compliquer inutilement cette réponse simple et évidente. Pendant les années 20 et 30, beaucoup de gens croyaient qu'il était bon de donner des habitudes au bébé aussitôt que possible. Et une grande part de cet entraînement consistait, à leurs yeux, à habituer le plus rapidement possible les enfants à un horaire strict. C'est ainsi que les médecins imposèrent ce rythme alimentaire d'une tétée toutes les 3 ou 4 heures. La mère était censée accorder les tétées à ce rythme. Ce régime terrible gelait l'un des principes les plus fondamentaux d'une éducation propre à rendre les enfants psychologiquement sains, le respect de leur individualité. Chacun d'eux est un individu unique, qui ressent le besoin de s'alimenter selon son propre rythme. Comment avons-nous jamais pu penser que nous pouvions mettre au point une cadence venue de l'extérieur, un horaire fixe qui conviendrait à tous les bébés? Que vous infligiez à l'enfant un rythme de 3 ou 4 heures, c'est nécessairement faux. Il est logiquement impossible qu'il convienne à votre enfant, car non seulement il est différent de tous les autres, mais même ses propres besoins alimentaires varient d'un jour à l'autre. Qu'arrive-t-il à un bébé nourri à heure stricte? Lorsqu'il a faim, il se sent frustré. La faim telle qu'un bébé l'éprouve est une force qui domine tout. Lorsqu'il a faim, cette sensation est totale. Il n'admet aucun délai. Il a besoin de manger. La plupart d'entre nous, en tant qu'adultes, n'ont jamais ressenti la faim comme un bébé peut le faire. Peut-être pourrais-je vous en donner une idée en vous disant que si un bébé doit attendre une demi-heure qu'on lui donne à manger, c'est comme si nous devions, nous, attendre 3 jours. Dans la plupart des cas, un bébé ne fait pas de manière. Quand il a faim et que vous ne lui donnez pas à manger, il attire votre attention sur sa faim de la seule façon qu'il connaisse, en pleurant. Plus le temps passe sans qu'on le nourrisse, plus ses cris se font violents. C'est comme si il vous disait « Dans quel monde suis-je donc arrivé ? Je suis là en train de pleurer, de crier, de dire et de répéter que j'ai faim, mais personne ne me donne à manger. » Et au fil des minutes, les pleurs changent de nature et de ton. Au lieu d'un simple besoin de manger exprimé haut et clair, ils prennent maintenant le ton de la colère et du désespoir. Le bébé veut alors dire par ses pleurs « Je suis furieux, je vous déteste tous et le monde entier avec vous. Je vous déteste parce que vous ne faites pas attention à moi ni à mes appels de détresse. » Si on maintient un bébé dans cet horaire strict, il commence à découvrir qu'il peut bien pleurer de toutes ses forces sans aucun résultat. On ne lui donne rien à ce moment-là. Il peut réagir à cette situation avec colère ou peut au contraire devenir amorphe et apathique, comme s'il avait abandonné tout espoir de voir ses besoins satisfaits. Le bébé a appris à étouffer sa colère et à lui substituer une résignation redoutable.
Mais que l'enfant choisisse la colère permanente ou la résignation apathique, ce qu'il apprend dans les deux cas, c'est la même défiance fondamentale pour la vie. Comment pourrait-on l'en blâmer ? Pour lui, la vie est une réalité détestable, une entreprise pleine de déceptions. Notre société commence enfin à voir les terribles défauts du système de tétée à heure fixe. Des médecins, toujours plus nombreux, sont décidés à recommander, et des mères de plus en plus nombreuses à appliquer, ce qu'on appelle maintenant les repas adaptés à la demande de chaque enfant. Cette méthode est fondée sur ce qui devrait tomber sous le sens et apparaître comme une vérité évidente. Laissez le bébé lui-même vous dire quand il a faim en s'éveillant et en pleurant. Par la suite, beaucoup de mères ont à lutter contre des problèmes insolubles concernant l'alimentation de leurs enfants. Et du point de vue psychologique, il s'agit de faux problèmes. Les problèmes d'alimentation surgissent presque toujours parce qu'une certaine contrainte opposée aux besoins naturels a été exercée soit pendant le premier âge, soit à 3 ans. Après tout, les parents ont un grand allié naturel pour nourrir leurs enfants, la faim qu'ils ressentent. Si nous respectons l'individualité de notre enfant et veillons à satisfaire ce besoin biologique, il ne doit plus y avoir aucun problème d'alimentation. Il est important que les parents respectent l'individualité de leur enfant dès la naissance. Ce n'est pourtant pas souvent le cas. Des incidents comme celui-ci sont malheureusement chose courante. Il y a à peu près une demi-heure que le bébé a été nourri et s'est endormi. Il se réveille en pleurant. La mère est tentée de penser « Pourquoi peut-il bien crier ? Il n'a sûrement pas faim, car cela ne fait pas longtemps qu'il a bu. Qu'en sait-elle ? Peut-elle se mettre à la place de son bébé et dire s'il a faim ou non ? Pourquoi ne pourrait-il pas avoir faim ? Sur ce point, les mères des tribus primitives sont souvent plus sages que nous, car chaque fois que leur bébé pleure ou s'agite, elles lui donnent le sein. Alors, quand votre bébé pleure, donnez-lui à boire. Offrez-lui le sein ou le biberon. S'il montre en crachant ou par quelques autres refus qu'il ne veut pas de nourriture, vous saurez que ce n'est pas la faim qui le fait pleurer, mais une autre raison. Ce que vous pouvez faire de plus important pour aider votre enfant à acquérir une confiance fondamentale en lui-même et à l'égard du monde où il vit, condition essentielle d'un concept de soi sain et vigoureux, c'est de le nourrir quand il a faim. Le bébé à qui on donne à boire quand ses pleurs et ses cris indiquent qu'il a faim, pense « comme la vie est belle, comme c'est bon d'avoir à manger. J'aime la chaleur de ma maman qui me tient dans ses bras et me donne le sein ou le biberon. Ce monde est vraiment un endroit sûr et agréable, puisque lorsque je lui fais savoir que j'ai faim, on me donne à manger. Je sais que tout se passe très bien pour moi et pour tous ceux qui m'entourent. » Le second besoin fondamental d'un enfant est la chaleur. Il est à peine besoin d'en parler parce que 99% des mamans veillent à ce que leur bébé soit bien au chaud et ne prenne pas froid. Le troisième besoin fondamental est le sommeil. Ce besoin, le bébé y pourvoit tout naturellement de lui-même. Il dort autant que c'est nécessaire. Lorsqu'il a assez dormi, il s'éveille. Néanmoins, quelques mots sur ses habitudes et son rythme de sommeil peuvent se révéler utiles. Il n'est pas nécessaire que la maison soit silencieuse et calme pour qu'un bébé dorme. Nous connaissons tous ce type de mère qui marche sur la pointe des pieds et se précipite à la porte pour murmurer aux visiteurs « Chut, bébé dort ». Attitude qui n'est vraiment pas indispensable. En fait, si vous faites des efforts excessifs pour obtenir le silence, vous pouvez si bien conditionner l'enfant qu'à la longue, cette absence artificielle de bruit lui deviendra nécessaire pour dormir. Faites donc normalement ce que vous avez à faire lorsque votre enfant dort et n'hésitez pas à faire marcher la radio ou la télévision dans une pièce voisine si vous en avez envie. Ce que je voudrais dire encore au sujet de la répartition des heures de sommeil chez l'enfant est qu'elle est absolument différente de celle des adultes. Le très jeune bébé s'endort aussitôt après avoir bu. C'est très pratique pour vous, mais peu à peu, il restera de plus en plus longtemps éveillé après la tétée, ce qui n'est pas spécialement gênant pendant la journée, mais peut devenir pesant au milieu de la nuit. Après une tétée en pleine nuit, vous voulez vous rendormir parce qu'il vous faut vous lever tôt. Mais le bébé, lui, n'en sait rien. Il est rassasié, heureux, satisfait et n'a pas envie de se rendormir tout de suite. Il veut jouer un moment et s'accorder une période de veille.
Il se peut aussi qu'un bébé se réveille et se mette à pleurer au milieu de la nuit pour une raison inconnue. Peut-être parce qu'il a des coliques ou des douleurs d'estomac auxquelles vous ne pouvez rien. Vous constaterez parfois que, même en le prenant et en le cajolant, vous ne pouvez le consoler ni faire cesser les pleurs. Il pleure à perdre haleine, et vous êtes là tous les deux, abrutis de sommeil, à essayer désespérément de l'empêcher de pleurer afin de pouvoir vous rendormir. En de tels instants, vous découvrez que la civilisation n'est qu'un mince vernis à la surface de l'être primitif qui sommeille en vous. Peut-être allez-vous vous sentir monter la colère contre bébé, ou bien peut-être l'envie de le secouer, de le frapper, de crier pour le faire taire. « Tais-toi, tu ne sais donc pas qu'il faut que nous dormions ?» Comme personne n'a jamais évoqué ces moments-là devant eux, beaucoup de parents se sentent souvent terriblement coupables d'éprouver de tels sentiments. En fait, vous êtes un père ou une mère parfaitement normaux, si vous éprouvez cela. J'ai bien dit éprouver cela. Mais si vous perdez vraiment votre contrôle, si vous frappez votre enfant, alors il vous faut consulter un médecin. Vous devez être capable de contrôler vos actes. Mais il est normal de se sentir malheureux et furieux en de telles circonstances. Un siège d'enfant peut se révéler utile pour y installer votre bébé. Il n'a pas seulement son utilité pour le transporter en voiture ou d'une pièce à l'autre afin de le surveiller plus facilement, il peut aussi permettre à votre bébé de se sentir dans une position différente. Parfois, lorsqu'un bébé ne peut se rendormir couché dans son berceau, il peut le faire à 5 heures du matin assis dans un siège d'enfant. Mais souvenez-vous que, quel que soit le rythme du sommeil et d'éveil d'un bébé, la différence entre ses habitudes et les vôtres vous causera toujours des ennuis et du dérangement.